Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis très heureuse de retrouver Jules Najwa que vous connaissez peut-être. Peut-être que pour d'autres, c'est la première fois que vous venez au webinaire Open Education Global francophone. Mais cette semaine, c'est une semaine particulière où on va en faire 2 par jour jusqu'à vendredi, où il n'y en aura qu'un. Et je vais me présenter, je vais vous parler d'Open Education Global, ce qu'est ce mouvement, cette organisation, et laisser se présenter mes chers collègues et amis désormais francophones qui m'aident depuis le mois de juillet au moins, voire plus pour Jules. Najwa, enfin ça fait déjà 1 an, je pense au moins que Ouais. vous m'aidez à organiser les webinaires avec l'arrivée de Lucie également en juillet, qui est en train de gérer les personnes qui se sont inscrites au programme général, alors que en fait, on était obligé de faire session par session. Donc, les personnes intéressées qui sont là pour la première fois, vous avez vu l'ensemble du programme de la semaine. Si vous êtes intéressé, allez vous inscrire aux sessions qui vous intéressent. Toutes les sessions seront accessibles en replay également. Voilà. Donc, je m'appelle Perrine de Coët-Logon. Je travaille à l'université de Lille. Je travaille sur des sujets qui intéressent le numérique et la transformation numérique. Mais quand je suis arrivée à l'université de Lille, on m'a tout de suite dit que l'organisation dans laquelle j'arrivais, un groupement d'intérêt public composé d'universités françaises, allait financer des ressources pédagogiques numérique, et qu'en contrepartie de ces investissements qu'on faisait pour les nouveaux métiers, savoir mettre en ligne, comprendre les plateformes pédagogiques, ouvrir sur Internet, et la contrepartie de tout cet investissement public, c'est que ces cours resteraient en libre accès sur Internet. Et moi, ça c'était en 2009, et j'ai été séduite par cette idée, tellement séduite que je suis devenue une activiste de l'Open Education. Je me suis dit que c'était formidable qu'il y ait encore des gens qui se disent que c'était très important de représenter le volet ouvert de l'Internet, du World Wide Web, de l'accès gratuit et facilité à tous à l'éducation. Voilà, ça c'est pour moi. Jules, je te laisse te présenter après Najwa, et j'espère que Lucie va nous rejoindre. Oui, moi c'est Jules Thiac Famoué. Je suis enseignant de mathématiques et ingénieur technopédagogue. Ici, j'interviens en tant que bénévole de l'Open Education Global francophone. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Najwa? Oui, je suis Najwa Hadali, tunisienne, docteur en didactique des mathématiques. J'enseigne les mathématiques depuis 1990 actuellement, mais je fais des recherches qui sont orientées vers les ressources éducatives libres, l'IA générative, etc. Et je suis bénévole Open Education Global francophone. Voilà, merci beaucoup. Et puis donc on a Lucie Grasset qui travaille à la chaire UNESCO REL IA pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle, qui est à l'université de Nantes. Mais cette chaire UNESCO, il y en a une par pays au maximum, et donc elle est à l'université de Nantes avec le professeur Colin de la Higuera qui participe lui aussi à l'Open Education Week sur d'autres canaux anglophones. D'ailleurs, pour cette toute première session, je vais vous faire la présentation, mais cette session ne va pas durer trop longtemps. Vous aurez peut-être des questions et vous pouvez les donner sur l'onglet questions en bas à droite. Mais j'ai été invitée, comme je suis présidente de l'association internationale, que je vais vous présenter maintenant, j'ai été invitée à parler aussi dans une autre instance. Et donc, je vous quitterai pour cette fois-ci à 17h30. Toutefois, il y aura la session suivante qui commencera à 18h avec un journaliste de RFI qui s'appelle Bruno Faure, qui a une émission qui s'appelle Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Et enfin, et je me ferai accompagner de mon collègue Jacques Dang, qui s'occupe des relations internationales de l'Université numérique française. Et donc, on parlera des nouvelles compétences, des entrepreneurs
notamment sur le continent africain, mais pas seulement. Bref, ce sera une sorte de retour d'expérience de ce qui se passe actuellement à RFI dans l'économie des compétences, de l'éducation. Voilà. Je retrouve des personnes qui viennent régulièrement. Je vous remercie tous d'être là. C'est un plaisir. Je trouve que souvent, on n'explique pas très bien ce qu'est Open Education Global parce que les personnes qui viennent se renseigner veulent tout de suite voir à quoi ressemble une ressource éducative libre. Or, c'est pas facile d'expliquer que, contrairement à un moteur de recherche, on ne trouve pas comme ça par défaut très facilement des ressources éducatives libres. Donc ici, on est chez Open Education Global. C'est une association de droit américain qui est la seule association qui a l'objectif de promouvoir dans le monde l'éducation ouverte, c'est-à-dire quand les contenus éducatifs sont devenus des contenus numériques, qu'on puisse les copier-coller sans plagier, en apprenant à citer, et qu'on puisse les diffuser grâce à Internet, mais que grâce à la propriété intellectuelle, l'auteur du cours puisse exprimer ce qu'il veut pour son cours. Et puisqu'il le diffuse sur Internet, en général, il veut bien qu'on le lise, et parfois, il veut bien qu'on le réutilise, qu'on le modifie et qu'on le repartage, toujours en citant l'auteur initial. Et donc là, on commence à rentrer dans une petite culture générale du numérique. Comment est-ce qu'on fait pour partager des cours de qualité universitaire, idéalement, ou des cours, en tout cas, validés dans des programmes d'éducation nationale. Voilà pourquoi cet objectif est très j'allais dire satisfaisant, mais c'est un peu un vocabulaire de mes enfants. C'est un objectif qui est noble et qui est intéressant et auquel toutes les personnes, tous les participants, je pense, adhèrent, mais c'est rien de le dire. Encore faut-il le faire. Et cette organisation n'a pas d'enseignant en tant que telle. Moi, par exemple, je ne suis pas enseignante. Cette association, elle promeut ces idées-là et elle fait en sorte qu'elles soient connues. Et ensuite, il y a toutes sortes d'enseignants et partout dans le monde qui pratiquent l'éducation ouverte tous les jours. Voilà. Donc, ils organisent notamment l'Open Education Week, cette association. C'est la semaine dans laquelle nous nous trouvons. C'est toujours la première semaine de mars. Il y a un site qui répertorie les centaines d'événements à travers le monde. Vous en verrez dans toutes les langues. Il y a vraiment, c'est une façon, toujours, c'est comme la journée de la femme qui est le 8 mars, justement, ou d'autres événements. Ça permet de focaliser sur une semaine où on se réunit tous et on se rend mieux compte que c'est un mouvement mondial. Donc, que sont les ressources éducatives libres? Eh bien, depuis 2002, l'UNESCO, qui avait un peu raté le coche d'Internet à l'époque, s'est dit il faut que nous nous rendions compte des opportunités pour l'éducation, la culture, des nouvelles technologies. Et les ressources éducatives libres, c'est la façon pour les politiques publiques de moderniser l'éducation et de la rendre accessible à tous. C'est la façon vertueuse, en fait, de travailler sur les questions éducatives. Donc, il a été fait une première définition que je vous ai mis là dans la présentation. Les ressources éducatives libres sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sur tout format et support, relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur ou publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuite par d'autres. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire plus. En revanche, vous trouverez très facilement la page en français, puisque nous sommes ici entre francophones, de la recommandation UNESCO qui, suite à 2002, a été régulièrement réinterrogée. Les États signataires se sont retrouvés régulièrement et en 2017, on a abouti à une véritable recommandation faite dans toute une démarche ouverte où tout le monde pouvait contribuer et ça aboutit donc à une véritable reconnaissance de ce que sont les ressources éducatives libres
pour, je crois, la quasi-totalité des États membres de l'UNESCO. Alors aujourd'hui, Open Education Global, donc association non-profit, donc association quoi, qui ne reverse aucun profit, de droit américain, toujours basée dans le Massachusetts, puisqu'elle a été créée suite au MIT OpenCourseware qui a permis, si vous voulez, d'adapter les principes de l'open source informatique aux cours. Et cette association non-profit est financée principalement par la fondation Hewlett, qui est donc la fondation William et Flora Hewlett, du nom du fondateur de Hewlett-Packard. Donc c'est une fondation dont les propriétaires aujourd'hui sont décédés depuis les années 70 et qui œuvre dans beaucoup de domaines très intéressants, le développement, la santé, l'éducation. Et vous pourrez aller voir, si ça vous intéresse, cette fondation qui est à l'origine du soutien globalement essentiel, pas seulement d'Open Education Global, mais aussi à l'UNESCO ou dans d'autres types de régions, comme en Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors, nous sommes les membres du conseil d'administration, nous sommes tous bénévoles. Nous ne sommes pas financés du tout, même nos voyages ne sont pas financés. C'est vraiment parce qu'on est activiste de l'éducation verte qu'on prend plus de travail. Et c'est évidemment un mandat que j'ai pris moi là au 1er septembre et qui prend pas mal de temps, mais qui est évidemment formidable à ce niveau-là d'intérêt, de compréhension, de questions complexes, internationales, avec des zones horaires différentes. Donc, vous voyez, j'ai été élue présidente, mais avec 2 vice-présidentes. On fonctionne à 3, ça fonctionne très bien. Connie Blomgren, qui est canadienne, elle est plus spécialisée dans les partenariats, et Lisa Young est plus orientée sur l'organisation interne de l'association. Voilà le board des directeurs. Donc, les directeurs, en fait, ce sont les membres du conseil d'administration, avec Marianne Hoytien, qui est taïwanaise, Cathy Casarly, qui est américaine, californienne, Martin Dugemas, qui est très connu des technopédagogues, puisque c'est le fondateur de Moodle, et il était encore jusqu'à très récemment, il en a été le président exécutif. Là, il s'est retiré pour être plus en recherche et développement, toujours chez Moodle. Katsusuke Shigeta, qui représente Open Education Japan, Noureddin Zemouri, qui est algérien, Maria Soledad Ramirez, donc elle vient du Mexique, Paola Corti vient d'Italie, et Rajiv Janjani vient du Canada. Il est d'origine indienne. Donc il y a une petite équipe, c'est pas une énorme équipe, c'est une petite équipe qui travaille beaucoup, soit sur projet, soit pour le travail global d'Open Education. Donc là, vous voyez toute l'équipe. Alan Levin est aux manœuvres sur OEG Connect, dans tout ce qui se fait de communication. Rachel Zhang, c'est la trésorière. Enfin, pas plus que la trésorière, c'est la comptable de l'organisation. Isla Adoflod, elle est directeur de la communication et elle est très active aussi dans Wikimedia Africa. Yann Gondol est slovaque, Lisiata, elle est américaine, Mario Badia, il est équatorien. Vous voyez, c'est une équipe très répartie. Surtout, vous n'avez pas vu les 2 directeurs. L'une est mexicaine, vivant aux États-Unis, et l'autre est slovaque, vivant en Afrique du Sud. Donc, une belle équipe mixte et qui travaille, tout le monde travaille à distance. Il y a plus de 400 membres, avec 220 membres institutionnels, 160 membres individuels. Ça a été une possibilité ouverte l'année dernière. Maintenant, il faut voir comment on va réussir à tous interagir. Et il y a 18 membres durables, ça veut dire qu'ils se sont engagés pour 5 ans, dont Open Education France, qui est porté par l'Université numérique, c'est-à-dire l'Association des universités numériques thématiques françaises. Et moi, je suis représentante en fait d'Open Education France.
Alors, donc, il y a cette grande conférence et il y a la semaine de l'éducation ouverte tous les 1er mars. Il y a aussi des stagiaires qui travaillent sur les différents programmes d'Open Education. Donc, vous voyez, de l'Ouganda, de Mexico, du Ghana, de Tanzanie et de l'Uruguay. Et puis, donc là, l'année dernière, on avait 431 contributions, des ressources partagées, des événements, 12 000 participants pour la semaine de l'éducation ouverte. Voilà, donc on va voir à combien on arrive. Et il y avait 18 langues représentées en tout. Alors, une chose que je trouve très forte chez les anglo-saxons, c'est que, donc, vous voyez, c'est organisé d'année en année. Et aujourd'hui, il y a des récompenses pour les personnes les plus actives. C'est vraiment, on peut être récompensé parce qu'on a porté politiquement un sujet, on peut être récompensé parce qu'on est un pédagogue, enfin un enseignant qui utilise des ressources éducatives libres, qui les fait connaître, qui fait de la pédagogie ouverte. Ça veut dire que ce sont les étudiants ou les écoliers qui font le cours. Et ensuite, une fois que le cours est fait, matérialisé, ils ont appris à prendre les bonnes ressources, à citer les bons auteurs, à prendre des ressources justement sous licence Creative Commons libre. Et donc, ils peuvent tous se mettre comme co-auteurs et le publier. Et donc, en fait, la pédagogie ouverte, c'est vraiment quelque chose qui est très fort parce que ça apprend plein de compétences numériques en plus de faire le cours. Et puis, on ne jette pas le cours à la fin de l'année. On va le réutiliser l'année suivante pour les nouveaux élèves et apprendre à mettre à jour, ce qui est beaucoup plus dur que de faire un cours de zéro, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la façon de travailler avec l'éducation ouverte. Et tous les gens qui en témoignent et qui cherchent à avoir une récompense, soit parce que ça leur permet de justifier auprès de leur institution de ce qu'ils font, soit des personnes les ont proposées pour avoir ces récompenses, nous permettent, chez Open Education Global, de nous rendre compte de la richesse et du nombre de personnes impliquées dans l'éducation ouverte et dans le monde. Alors, c'est plutôt anglophone quand même, je dois le dire. Donc, un jour, quand on aura les ressources, nous aussi, on fera des récompenses pour les personnes qui se donnent pour l'éducation ouverte. Donc, il y a un réseau social sur le site Open Education Global qui s'appelle OEG Connect, sur lequel il y a toutes sortes de références et nous, on apparaît gentiment avec nos petits webinaires. On a 0 ressources en fait, très très peu. Il y a aussi des podcasts et des interviews faits par Alan Levin avec les personnes de l'Open Education. Et enfin, voilà, il y a des conversations qui se font, toujours organisées par Alan, qui est très actif. Il y a OE-LATAM, c'est pour toute l'Amérique du Sud. Ça, c'est financé par la Fondation Hewlett. Il y a aussi les communautés de collèges en Californie, notamment, mais il y en a dans tous les États-Unis, qui créent des open textbooks, c'est-à-dire les manuels scolaires ou les manuels universitaires. Ils vont les faire à prix coûtant. Tout le monde se met ensemble pour faire des cours de grande qualité. Puis on édite les manuels, on les imprime. Et au lieu de payer en plus de $30,000 ou $35,000 ou plus en frais d'inscription, il faut savoir que les Américains ont aussi $5,000 à peu près de frais de manuels universitaires ou scolaires. Et donc, ça permet de maintenir les coûts très bas pour ces manuels. Et donc, c'est quelque chose qui est plébiscité. Et je peux vous dire que dans les récompenses, les Américains n'hésitent pas à dire combien ils ont fait économiser aux jeunes étudiants. Et voilà, Open Education Global francophone. Donc, Jules me demandait tout à l'heure, finalement, quand tout avait commencé. Alors, ça a démarré en 2020. Moi, j'avais vu que pendant le Covid, toutes les conférences passaient en ligne. Cette année-là, je venais d'être élue membre du conseil d'administration au mois d'avril 2020, en plein confinement. La conférence de Taïwan a été mise en ligne et j'ai demandé l'autorisation au directeur de l'époque et au secrétaire général de bien vouloir me laisser créer une conférence en ligne, en libre accès. Et j'ai trouvé un prestataire de service qui m'a accompagnée et on a créé Open Education Global francophone de zéro
au mois d'août 2020 et les 12 et 13 novembre, on a fait 21 webinaires, 641 participants uniques de 38 pays. C'était un sacré défi, ça a bien fonctionné. Et depuis, on fait un webinaire mensuel pour animer la communauté, se trouver et j'espère bien qu'on pourra poursuivre avec de meilleurs moyens dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, dans le monde francophone, donc les REL, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours pas très soutenu ni connu. C'est ça qui est dommage. Il y a un référentiel de compétences qui a été financé en 2016 par l'Organisation internationale de la francophonie. Et ben, figurez-vous que Lisa Yang, qui est avec moi vice-présidente, m'a dit que, en fait, elle avait découvert le référentiel de compétences grâce à l'OIF. Ils l'ont traduit en anglais, en vietnamien, en plusieurs langues. Et c'est comme ça qu'elle a eu ce premier référentiel pour, elle, l'appliquer dans son institution. Il y a eu aussi une grande initiative qui a démarré en 2015, qui s'appelait la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. Donc, ça s'appelle la B9 et vous pouvez trouver très rapidement des ressources éducatives libres qui ont été indexées là-bas. Il y a de multiples initiatives, donc je ne peux pas toutes les citer tant il y en a. Dans les webinaires que nous animons tous ensemble régulièrement, la Fabrique REL qui vient des Canadiens francophones, l'Université numérique que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'Association des universités numériques thématiques françaises. Par exemple, tout à l'heure à 18h, Jacques Dang sera là, il vient de l'économie-gestion. Son association, c'est ONEGE. Et sur ONEGE, vous retrouverez toutes les ressources possibles en économie et en gestion. Logique. Ça peut être aussi les langues de l'économie avec des cours d'anglais, hein, par exemple. Je cherchais aussi quels étaient les répertoires où on pouvait trouver les ressources éducatives libres. Et tout de suite, je suis tombée sur Taux de Cursus, qui est un magazine en ligne canadien, mais qui a des contributeurs également francophones de partout. Et donc, 43 répertoires et initiatives africaines sur les ressources éducatives libres. Voilà, quand on sait un peu où chercher, on trouve des choses. Il y a aussi tout ce qui est développement avec l'AFD. Longtemps, les gens rejetaient sur le principe l'idée de l'ouverture des ressources. Puis aujourd'hui, avec les MOOC, hein, c'est venu progressivement, hein, mais depuis France Université Numérique et les MOOC, il y a un certain nombre d'initiatives ouvertes où les ressources restent en libre accès. On peut toujours aller les revoir. Ce qui est mieux qu'un MOOC, puisque le MOOC ne marche que par cohorte. Alors, c'est bien d'avoir une animation et des cohortes d'étudiants qui sont là de telle date à telle date, mais c'est bien aussi que tout le monde puisse retrouver ses ressources et y avoir accès à tout le monde. Voilà, j'ai juste mis 2 références à des initiatives de recherche. On a reçu Barbara Claes de l'Université de Genève qui a lancé une revue ouverte à laquelle tout le monde peut aller contribuer. On n'a même pas besoin forcément d'être chercheur si on se met dans le moule de ce qui est souhaité. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les possibles et la prochaine édition paraîtra cet automne et sera sur les communs numériques éducatifs. Et puis, récemment, on m'a signalé aussi cette conférence donc de chercheurs, digitalisation des pratiques en éducation, risques, valeurs, opportunités à l'Université française d'Égypte au Caire. Donc, j'en profite pour signaler, par exemple, que Ghada El-Kayat et Lilia Chinetti, Ghada El-Kayat étant de l'Université d'Alexandrie et Lilia Chinetti de l'Université de Sousse, présenteront justement ce qu'elles ont fait en termes de ressources éducatives libres au profit de l'objectif de développement durable numéro 6 pour l'égalité femmes-hommes. Alors, Open Education Global a aussi vraiment une reconnaissance, puisque c'est elle qui va porter des initiatives où toutes les associations qui font la même chose doivent se regrouper entre elles pour avoir plus d'impact. Parce que c'est vrai que, vous voyez, on est 18 participants. Certes, on a communiqué un peu tardivement, mais parce qu'on est tous bénévoles, on fait ça en plus de tout le reste. Et donc, nous, on n'a pas d'équipe et on n'a pas de fondation Hewlett aujourd'hui. C'est un appel.
Et si vous voulez aussi être bénévole, ça viendrait nous renforcer. Et donc, on trouve que ça ne va pas assez vite. Et c'est pour ça que des personnes se sont dit que ça valait le coup de faire le réseau des organisations qui s'occupent des questions d'ouverture. Donc, il y a Creative Commons, Monde, qui a aussi un volet éducation. Il y a Spark, et évidemment, l'UNESCO n'est pas concernée, mais travaille aussi sur une coalition dynamique pour les ressources éducatives libres. Et ça permet quand même d'avoir un endroit où toutes ces personnes-là se parlent pour aller plus vite et bien comprendre ce qui manque, que faire encore. On a eu, lors de la dernière conférence au Canada, à Edmonton, le témoignage de Creative Commons sur l'Open Education au Bangladesh, qui est en pleine explosion. C'est vraiment très chouette et intéressant. On a aussi une stratégie que vous pouvez aller lire, qui a été traduite. J'avais des stagiaires à ce moment-là, c'était en 2021. Et donc, on a traduit et vérifié la version française. C'est le plan stratégique 2021-2030. Avec évidemment le fait de s'entraider tous pour réussir à faire connaître la force des ressources éducatives libres. Vous voyez, les échanges de connaissances, c'est ce à quoi servent tous ces moments qu'on est en train d'avoir, et la valeur de la co-création et la création du domaine de l'open, en fait. Voilà, je voulais terminer avec quelque chose qui vient d'être mis à jour la semaine dernière. C'est la nouvelle conférence qui va se tenir en Australie, donc cette année 2024, à l'automne. Ça sera à Brisbane. Et donc, vous voyez, c'est vraiment, l'objectif est global, puisque l'année précédente, ça avait été en Europe, à Nantes. Et là, on évolue du Canada en Australie. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation. Il est 27, donc je demande à mes coéquipiers, mes coéquipières de venir. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, je ne sais pas si Perrine, est-ce que tu as le temps de regarder un peu les questions ou tu dois te déconnecter pour une ou deux questions, ou comme tu le souhaites dans l'onglet questions. On a une question de Nathalie Sotart sur comment faire parvenir les noms des professeurs utilisant et formant au quotidien sur les ressources libres et comment devenir membre de l'association. Alors, devenir membre de l'association américaine, aujourd'hui, c'est, je crois, un formulaire libre, mais on ne sait pas encore bien gérer toutes les personnes qui ont demandé à devenir membre individuel. Donc, en fait, on trouve que c'est une dynamique formidable. On a ouvert ça et il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Il vaut mieux s'abonner à des profils comme Open Education Global sur les réseaux sociaux et laisser votre adresse, ou quand vous êtes inscrit d'ailleurs, vous avez accepté qu'on vous renvoie des informations, et vous pouvez nous écrire directement, vous nous contacter et on vous donnera plus d'informations qui vous intéressent. Parce que vous voyez, c'est assez riche et ça part un peu dans tous les sens. Pour avoir des enseignants qui travaillent tous les jours avec les ressources éducatives libres, les universités numériques thématiques en France sont bien connues. Si vous voulez d'autres témoignages dans votre pays, il faut nous le dire, on en trouvera parce que il y en a partout. Puis une fois que vous aurez compris les démarches, comment les utiliser, les réutiliser en cours, vous pourrez aussi vous mettre comme expert dans des réseaux, vous rendre apparent, par exemple dans la B9, vous pouvez vous déclarer comme expert et peut-être vous en trouverez un à côté de chez vous aussi grâce à ça, sur la bibliothèque de l'espace numérique francophone. Il y avait d'autres questions? C'était la seule question. Alors, membre de cette super association, pour l'instant, nous, les francophones, c'est un réseau. Donc, soyez abonnés au webinaire, restez au courant, venez nous voir. On sera toujours contents. Et puis, à un moment, moi, j'espère bien, enfin, en fait, c'est
ma prochaine étape, après la conférence sur la blockchain que j'organise la semaine prochaine, c'est de créer l'association et d'aller... il faut qu'on se transforme en association pour aller chercher des fonds et trouver les façons de rendre plus pérenne notre action. C'est vous qui voulez nous faire parvenir des noms de professeurs utilisant. Si vous voulez nous faire parvenir des noms, c'est très intéressant et on sera vraiment heureux de les faire témoigner lors de nos webinaires. Moi, par exemple, je donne quelques cours et mes cours, c'est toujours bizarre de dire aux élèves, je ne vais pas vous donner un cours, c'est pas moi qui vais parler pendant 3 heures. Je vais vous passer une vidéo et ensemble on va la commenter et la discuter. Parce que j'ai considéré que cette vidéo était meilleure que ce que j'aurais pu faire moi-même comme cours. Et donc en fait, ça remet en cause le rôle de l'enseignant puisqu'il devient médiateur d'un très bon cours et plus dispensateur d'un bon cours, voire d'un mauvais cours. Enfin, on n'en sait rien. Moi, je fais mon cours d'une façon open depuis les origines. Dès que je fais un cours, je cherche la meilleure ressource possible à partager. Et pas seulement en bibliographie à les lire après le cours, mais aussi pendant le cours. Je n'ai pas peur de le diffuser ou de faire travailler les élèves directement sur des supports qui ne sont pas les miens en leur expliquant que c'est de l'éducation ouverte. Voilà, je vais vous laisser pour aller rejoindre les autres. Si vous, évidemment, la question c'est, je suis en Côte d'Ivoire. Eh ben, venez vous abonner, écrivez à OEG francophone et on vous mettra dans la liste de diffusion. Je laisse Jules, Najwa et Lucie vous parler de leur expérience et vous parler un peu plus des webinaires. Je dois vous laisser pour aller rejoindre mes Open Education Global anglophones. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On se retrouve à 18h pour ceux qui vont voir Bruno Faure et Jacques Dang pour l'économie ouverte. À tout à l'heure. Merci. Je vois qu'il y a une question de Stéphanie Dupré par rapport au lien pour la conférence de la semaine prochaine. Donc, en fait, si vous avez bien cliqué sur continuer à recevoir les informations de l'OEG francophone en vous connectant là sur cette invitation-là, normalement, vous êtes automatiquement dans la liste des diffusions des prochains webinaires. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Perrine Côte-Légon et ainsi que tous les membres de bénévoles de l'équipe. En fait, partageons aussi les liens pour les futurs événements, donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Et si vraiment, voilà, il y a un petit souci, on a aussi l'adresse mail OEG gmail.com, OEG francophone gmail.com. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Najwa ou Jules, s'il y a des questions. Oui, si vous le permettez, en fait, en ce qui concerne les ressources éducatives libres, en fait, si vous avez besoin de la question comment chercher et trouver des ressources éducatives libres qui nous intéressent, il y a un moyen aussi d'aller sur YouTube et il y a des critères de sélection. Il y a la licence CC BY. Et les documents qui sont CC BY, ce sont en fait des ressources éducatives libres que vous pouvez utiliser ou bien transformer. Mais la seule condition, c'est de dire qui en est l'auteur. Voilà. Donc, vous pouvez trouver aussi sur YouTube plusieurs ressources éducatives libres. Donc, je ne sais pas si... Ouais, merci beaucoup, Najwa. Je sais que oui, si elles sont sous licence Creative Commons, c'est. Ouais. Il faut du coup bien respecter les règles de partage de l'auteur et en fonction de la licence, oui. C'est bien ça.
Je ne sais pas si Jules, il y a des choses que tu veux partager ou particulièrement, ou si vous voyez vous aussi d'autres Donc, questions. voilà. Voilà, donc dans YouTube, vous avez les filtres et vous avez date d'ajout, type, durée. Vous regardez dans caractéristiques et vous trouvez en direct, HD, sous-titres et vous trouvez au-dessous Creative Commons. Il faudra cocher Creative Commons, comme ça vous aurez des ressources qui sont libres. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a. Oui, vous dire que n'hésitez pas à aller consulter la page de la programmation de toute la semaine pour pouvoir vous inscrire. C'est toujours possible et envisageable. Vous êtes les bienvenus. Ce webinaire, il est enregistré ainsi que tous les webinaires. Peut-être que Jules et Najwa, vous l'avez dit au tout début. Tous les webinaires sont enregistrés, donc vous pouvez, même si vous ne pouvez pas nous rejoindre au moment auquel il a lieu, vous pouvez toujours les revoir, voir et les revoir en fait. Et les partager aussi à d'autres personnes qui seraient intéressées. Donc voilà, je pense à des personnes qui nous disent ah oui, moi je connais plein de professeurs qui créent des règles. Donc s'ils sont intéressés, en tout cas par les thématiques, n'hésitez pas vous à partager. Voilà, ils peuvent s'inscrire et puis revoir le webinaire, même si le webinaire est passé. Voilà. Il y a d'autres questions? Est-ce que Stéphanie, vous voulez monter sur scène peut-être pour poser des questions? Je vois que vous demandez sur YouTube, mais peut-être pour préciser votre question, est-ce que ça concerne en particulier un sujet en particulier sur lequel on peut apporter un soutien? Ou n'hésitez pas. Je vois qu'il y a encore il y a une question aussi. Ouais. De Shiraz Berjane. Bonsoir, y a-t-il d'autres liens de bibliothèque pour des ressources universitaires libres? Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut répondre ou quelqu'un veut parmi. J'y vais? D'accord. Donc, ça me permet de vous partager un des projets qui est porté par la chaire UNESCO Relia, dans laquelle je travaille, la chaire sur les UNESCO sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de mon travail, je cherche à répertorier l'ensemble de ces répertoires, bibliothèques de ressources éducatives libres en langue francophone. Donc, on commence ce travail, mais il a déjà été fait déjà par AUF, comme nous a présenté Perrine précédemment. Moi, je peux vous partager en tout cas ce projet qui s'appelle Florilège, sur lequel en fait vous pouvez accéder à des ressources éducatives libres, des ressources éducatives qui nous ont été partagées par une communauté. Donc je vais vous partager dans le chat ce que j'ai cliqué sur le mauvais lien. Voilà, donc je vous ai partagé le site Florilège où là on a commencé ce travail, mais comme vous a précisé Perrine au tout début, il y a aussi la formidable initiative de l'AUF, des universités numériques, de la Fabrique REL, enfin bref, j'en oublie énormément et c'est la raison pour laquelle en fait ce projet Florilège a lieu, c'est parce qu'en fait il y a énormément de ressources francophones en fait dispersées et que l'enjeu c'est la découvrabilité de ces ressources comme des petites pépites un peu partout, donc soit des initiatives universitaires, soit des initiatives de pays, soit des initiatives d'organisations plus globales. Merci Jules de partager aussi d'autres initiatives et l'enjeu pour la francophonie, c'est justement, Stéphanie, de trouver un lieu qui les rassemble. Enfin, et là, ça tombe à juste votre question parce qu'en effet, c'est un vrai enjeu. C'est pas évident. Ça bouge en permanence. Au niveau de la communauté anglo-saxonne,
voilà, c'est structuré parce que ça, l'initiative de créer ces ressources éducatives libres en langue francophone, en langue anglo, enfin en anglais, est plus, je dirais, a commencé plus tôt. Donc il y a des organisations qui ont déjà créé des répertoires en langue anglaise. Là, l'enjeu, c'est vrai que sur la francophonie, il reste encore à construire, à trouver une organisation pour pouvoir les répertorier. Donc d'où l'intérêt en fait de ce regroupement autour de la francophonie qui est OEG global francophone. Je ne sais pas si Jules Najoie voulait rajouter quelque chose sur ce sujet, mais c'est tout l'enjeu en fait de la Oui, communauté. en fait, si vous voulez bien, Lucie, si vous pouvez nous dire, Florilège, en fait, quels sont les domaines dont elle s'est occupée pour trouver les ressources? Par exemple, les mathématiques. Est-ce que vous avez une bonne représentation des mathématiques en ressources éducatives libres? Alors, en effet, sur les mathématiques, on a pu avoir quelques partenariats pour pouvoir avoir des ressources à travers les universités numériques, mais malheureusement, enfin voilà, on tarde encore à trouver, à récupérer ces ressources-là. Alors, je peux vous partager la manière. Donc, si vous avez des initiatives. Ah, je ne sais pas si je peux vous partager mon Ok. écran, peut-être pour vous montrer comment nous partager une initiative sur Florilège. Autorisée, et vous montrer aussi comment trouver une ressource éducative libre, par exemple en mathématiques. Donc, par exemple, si vous cherchez une ressource, vous pouvez aller sur. Donc c'est un site voilà, qui est encore en construction, hein, donc on apprend beaucoup des partages que vous avez, enfin que les participants nous font. Donc, par exemple, je cherche une ressource en mathématiques appliquées. On a quelques ressources là qui sont disponibles. Pour le moment, elles doivent être encore identifiées, annotées par la communauté pour savoir si elles sont bien des licences libres, enfin des ressources éducatives libres. Donc là, par exemple, cette ressource-là, elle reste encore à être annotée. Donc elle nous a été partagée par la communauté, par nos organisations contributrices, mais elle nécessite encore d'être annotée. Donc on peut y accéder. Et justement, la regarder, la possibilité aussi d'annoter. Donc ça, si vous êtes intéressé par ces actions d'annotation, on organise un relaton, donc une activité ensemble pour justement annoter ces ressources et faire en sorte d'enrichir le catalogue pour avoir un catalogue de bonne qualité. Donc si vous êtes intéressé par cet événement, je vous partagerai le lien, et on organise justement cette activité ensemble pour pouvoir annoter le maximum et enrichir le catalogue. Et si vous connaissez des initiatives et que vous voulez nous soumettre ces catalogues-là, c'est tout à fait possible sur cette page, où là, on vous demande un minimum de métadonnées pour que ça soit facile pour vous de partager, hein, donc, et après, grâce à, voilà, je vous partage le lien direct pour soumettre une URL. Donc, soit vous avez tout de suite l'URL, vous avez connaissance de la licence, tant mieux, sinon c'est la communauté qui cherchera. Et sinon, d'autres options, si vous avez beaucoup de ressources, vous pouvez nous partager sur format CSV. Voilà, et autre option, vous pouvez aussi nous contacter. Donc voilà, je vous partage une des initiatives, mais il y en a encore beaucoup. Et du coup, à chaque fois qu'on a une organisation qui nous partage ces catalogues de données, on a, nous, répertorié toutes ces personnes qui partagent, avec lesquelles on a ces partages de catalogues. Donc on essaye encore d'enrichir, mais c'est pas toujours évident d'avoir accès aux métadonnées pour certaines organisations qui ont créé des ressources éducatives libres, de pouvoir partager aussi ces métadonnées au niveau technique. Donc voilà la liste des organisations contributrices, mais elle ne cesse de s'agrandir, cette communauté. Voilà. Oui, bon, Lucie, si vous pouvez donner encore plus de précision sur, en fait, le format des ressources que vous avez déjà répertoriées. Est-ce que le format permet facilement la transformation de la ressource? Alors, le format qu'on partage, nous, on ne les ressources, elles ne sont pas hébergées sur le site Florilège. Les ressources, on vient répertorier, c'est-à-dire qu'on vient donner le lien vers le site qui héberge la ressource et l'auteur qui héberge la ressource. Donc là, c'est vrai que c'est un enjeu, c'est vrai que c'est important de le noter, c'est que c'est pas toujours évident, en effet, de récupérer les ressources quand l'auteur n'a pas mis dans un format libre. Donc c'est tout l'enjeu aussi de continuer ces actions pour pouvoir
améliorer parce que souvent souvent l'auteur a une bonne volonté de partage, etc. Mais en effet, c'est un vrai enjeu que de mettre en ligne une ressource qui est facilement adaptable, réajustable. Donc c'est vrai que c'est un enjeu. Ensuite, là, ce projet-là, dans un premier temps, il est là pour faire un peu un point sur l'ensemble de ce qui existe. Et c'est un premier pas. On n'est pas sur un projet qui permet à des créateurs de venir déposer. On n'a pas la solution. Enfin, c'est pas une solution technique pour pouvoir déposer une ressource éducative libre qui peut être partagée. Après, il y a de formidables initiatives en tout cas nous on relaie sur Florilège, de personnes qui arrivent à partager facilement sur des ressources qui sont, je pense à Programming Historian. Je pense que je peux peut-être essayer de vous retrouver le lien. Et puis vous le partagez là. Mais eux, par exemple, ont réussi à mettre en place, c'est sur de la programmation, Historian. Donc, hop là. Je vous partage, ça, si vous êtes dans ce contexte de la programmation, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que eux ont mis en place, en fait, on peut suivre la progression de la ressource au fur et à mesure de sa réutilisation par la communauté. Donc c'est ça qui est intéressant dans les ressources éducatives livres, c'est comprendre le caractère, je dirais, circulaire de la connaissance, comme quoi, voilà, parce que c'est une ressource éducative libre, elle s'enrichit grâce au partage de la communauté. Donc je vous laisse explorer. Après, si vous êtes familier avec la programmation, c'est peut-être plus facile de pouvoir expliquer. Alors attendez, est-ce que je peux vous partager un exemple peut-être pour vous rendre les choses plus explicites? Hop là, je cherche juste hop là, la bonne fenêtre à vous partager. Mais ça, c'est un exemple de ce que j'ai recherché dans ma chasse aux règles. Mais peut-être que Najwa, Jules, n'hésitez pas vous aussi à partager, ou même la communauté là actuellement en ligne, à partager aussi vos pépites, parce que là, c'est vrai que hop, c'est encore un travail en cours. Donc là, je suis sur le site Programming Historian, donc on a accès très rapidement à la licence Creative Commons. Donc ça, c'est vraiment un atout parce que souvent, on met beaucoup de temps à trouver la licence et comment l'auteur souhaite partager. Donc là, c'est très rapidement visible. On a des mentions sur l'évaluation par les pairs, etc. Et puis, on a ici en fait, un peu l'historique de la création, du suivi éditorial, de l'évaluation, de la traduction. Donc, il y a un véritable suivi. Et puis, on a là la possibilité d'accéder, je dirais, à la ressource dans plusieurs langues, et puis de pouvoir facilement, voilà, quand je vais sur la ressource en français, à accéder, télécharger tout l'ensemble des éléments. Donc, c'est un des exemples que je trouve facile, en tout cas, lorsqu'on est par exemple dans la programmation, pour réutiliser le matériel, le repartager et puis s'assurer aussi de la qualité de la ressource. Puisqu'elle est évaluée par les pairs, etc. Donc voilà, mais je sais, peut-être que Najwa, Jules ou d'autres personnes, Oui. n'hésitez pas. Bon, en fait, ce que je peux dire par rapport à ça, Lucie, merci déjà pour le partage, c'était très riche. Il faut savoir que l'une des missions de l'Open Education Global francophone, c'est de pouvoir, c'est une mission je vais dire quoi, de partage. Notre rôle, c'est promouvoir en fait les règles. Ça veut dire être capable de dire aux personnes que bon, si vous voulez telle ressource, vous pouvez la trouver à tel endroit. Donc, c'est un travail qui est en cours. Je crois que très prochainement, il y aura des avancées par rapport à ça. Mais n'hésitez pas déjà à vous connecter sur le site de l'Open Education Global. Inscrivez-vous à l'infoletter pour avoir des nouvelles au fur et à mesure que nous avançons, quoi. Donc, n'hésitez pas, il faut connecter-vous à l'infoletter. Lucie, je crois que d'Angela, donc il faudrait qu'on essaye de voir si on ne devrait pas... Ah, merci.
Oui, tout à fait. Moi, je vous laisse et je laisse peut-être Jules et Najwa rester pour des questions ou à moins qu'on... Parce que là, on doit justement basculer sur la prochaine intervention Voilà, de exactement. l'économie ouverte. C'est ça. Donc, on va vous partager le chat. Donc, si vous voulez poursuivre avec nous sur la programmation, voilà, qu'on a, je vais vous partager le lien avant de vous quitter. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous rejoindre sur ce lien sur l'économie ouverte. Je vous mets le lien pour pouvoir nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir été présent. Hop, dans tout le monde. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour rencontrer Bruno et Jacques Dang sur l'économie ouverte. Et puis, à très bientôt pour cette semaine d'éducation. Merci d'avoir été si nombreux. Merci à tous. Ok, bye. Bye. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. Non, bon, je pense qu'il n'y a plus de questions.